Nous abordons à présent la question de l'impulsion de Dirac. C'est un objet mathématique assez complexe. Il a été entièrement résolu en 1950 par Laurent Schwartz dans le cadre de la théorie dite des distributions, ce qui lui a d'ailleurs valu la médaille Fields, pour dire que, du point de vue mathématique rigoureux, c'est une question assez complexe. Donc nous n'aborderons pas toutes les subtilités, mais plutôt nous allons regarder l'impulsion de Dirac sur le plan opérationnel. C'est défini, delta de t, l'impulsion de Dirac est définie comme étant la limite lorsque grand t tend vers 0 de 1 sur grand t, pi de t sur grand t, où pi, bien sûr, est la fonction porte. Alors l'idée, c'est que lorsque t diminue, ici on a t égale 1, puis 1 demi, et enfin 1 quart, en fait, on a une porte dont le support se rétrécit en même temps que son amplitude augmente. Et à la limite, on obtient un signal qui n'est pas à proprement parler une fonction qui est nulle presque partout, sauf en petit t égale 0, où elle est infiniment grande. Et comme c'est une porte, ça veut dire que son intégrale reste égale à 1. Son intégrale entre moins l'infini et plus l'infini reste égale à 1. Alors, j'ai dit que delta de t ne doit pas être considéré comme une fonction à proprement parler, parce que c'est un objet qui est nul presque partout sauf en un point. C'est non dérivable, c'est pas continu, donc non dérivable, et on n'est même pas fondé à écrire une intégrale de Riemann avec un tel objet, puisque c'est pas une fonction au sens tout à fait classique. Donc il faut bien comprendre que dans toute la suite, on va quand même écrire des intégrales, parce que si on fait une toute petite entorse à la rigueur, c'est quand même bien commode, mais j'attire quand même l'attention de l'auditeur sur le fait que si on veut faire ça de façon tout à fait propre, dans un cadre mathématique rigoureux, il faut s'intéresser à la théorie dite des distributions. Alors maintenant, on regarde ce qui se passe lorsqu'on calcule l'intégrale x de t fois delta de t dt. Il manque un dt dans l'intégrale, entre moins l'infini et plus l'infini. Alors ici, on va tout simplement appliquer la définition. On remplace delta par sa définition comme limite d'une série de portes dont la largeur, le support décroît comme l'amplitude croît. Et encore une fois, si on fait une petite entorse à la rigueur, on sort la limite de l'intégrale, ce qui a priori est assez hasardeux quand même. Ne montrez pas ça à un mathématicien. Mais il se trouve que ça marche quand même. On obtient la limite de l'intégrale, x de t, pi de t sur grand t fois dt, entre moins l'infini et plus l'infini. Maintenant, si on a bien compris ce que c'est qu'une porte qui est nulle, sauf sur un intervalle entre moins t sur 2 et plus t sur 2, ça veut dire qu'on peut réécrire cette intégrale, il manque toujours le dt, il manque toujours le dt, on peut réécrire cette intégrale comme étant limite lorsque grand t tend vers 0 de 1 sur grand t, somme de moins t sur 2 à plus grand t sur 2 de x de t dt, puisque dans cet intervalle-là, quand la porte est non nulle, elle vaut 1. Et là, on reconnaît un objet qui nous est relativement assez familier, 1 sur grand t, somme sur grand t de x de t dt. En fait, c'est la valeur moyenne de la fonction x de t sur la durée grand t et centrée sur t égale 0. À la limite, lorsque grand t tend vers 0, on obtient la valeur échantillonnée de la fonction x en t égale 0. Donc ici, on a une première formule importante. Voilà, mieux vaut tard que jamais, en effet. Donc on a une première formule relativement assez importante, qu'on obtient en calculant l'intégrale de x de t delta de t dt, entre moins l'infini plus l'infini, et qui retourne la valeur à l'origine de la fonction x de t. Et on peut la généraliser tout de suite, cette formule-là, si on descend l'impulsion de Dirac, si on passe à delta de t moins taux, donc si on centre le Dirac sur t égale taux, la même intégrale, somme de moins l'infini à plus l'infini de x de t fois delta de t moins taux dt, retourne la valeur de la fonction x, mais à l'instant t égale. Alors voilà un premier couple de formules, il ne s'agit pas de les apprendre par cœur, mais plutôt de comprendre leur logique pour pouvoir éventuellement les retrouver. On va la réécrire parce que ça permet, en réécrivant, de bien s'approprier la logique de ce que signifie cette intégrale. Alors on va encore essayer de donner un peu de signification. C'est une intégrale, certes, un objet mathématique familier, mais est-ce qu'on peut trouver une signification? Et en particulier, si on voulait trouver l'équivalent discret de cette formule, sur un vecteur x de grand N composante, qu'est-ce qu'on écrirait d'équivalent? L'idée, c'est que, en fait, cette intégrale, il faut ici la comprendre, en fait, en tant que produit scalaire, dont on rappelle la définition ici pour des fonctions analogiques continues. Certes, il n'y a pas de conjugaison apparente, parce que delta est un objet réel, et donc delta conjugué est égal à delta. Et si on réécrivait la même chose, si on écrit le produit scalaire entre le vecteur x et un delta particulier, un delta i particulier, qui est un des vecteurs de la base canonique, celui qui a toutes ses composantes nulles, sauf une composante à la ième ligne, c'est clair que lorsqu'on calcule en fait, produit scalaire entre x et delta de i, puisque toutes les composantes de delta de i sont nulles, en fait, le produit scalaire retourne tout simplement
une des composantes particulières du vecteur x, celui qui correspond à la ième ligne pour laquelle la composante du delta de i est non nulle. Donc voilà l'équivalent discret, et cette formule-là, enfin ces deux formules que j'intègre, en fait sont de même nature, à ceci près que pour un cas c'est pour un signal analogique continu, tandis que pour l'autre c'est pour un signal discret, c'est un produit scalaire. Alors maintenant regardez, on va échanger taux et t, de façon purement formelle. T devient taux devient t, et il faut noter que delta de t moins taux est égal à delta de taux moins t, parce que c'est pas une fonction delta, mais on va quand même l'appeler fonction, c'est une fonction paire, puisque vous réfléchirez à la question, mais elle est clairement paire. On obtient une formule à laquelle on va aussi donner une signification, mais qui est radicalement différente. Ici, il n'est pas question de produit scalaire. En fait, il faut comprendre cette formule comme étant en fait une combinaison linéaire de vecteurs de la base canonique, et si on écrivait l'équivalent discret, on obtiendrait x, le vecteur à n composantes, qui est écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de la base canonique, c'est-à-dire des delta i. Et dans la formule intégrale de la deuxième ligne, en fait, on a l'équivalent analogique continu de cette combinaison linéaire des vecteurs de la base canonique, à ceci près que, dans le cas analogique continu, ces vecteurs sont en nombre infini, au sens de l'infini des réels, et ce sont des deltas qui sont en fait répartis, qui tapissent tout l'axe des réels. Donc on peut considérer x de t comme étant la juxtaposition d'une infinité dense, au sens des réels, de Dirac coefficientée par les x de taux, qui épouse en permanence la fonction x de t. Donc j'insiste sur la signification, on peut dire physique ou mathématique, de cette somme intégrale. Ici, x de t est compris comme étant une combinaison linéaire des vecteurs de la base canonique, les deltas de t moins taux, lorsque taux varie de moins l'infini à plus l'infini. Ces deltas sont coefficientés par x de taux, c'est les valeurs de la fonction en regard d'un delta de t moins taux particulier, et la somme intégrale, écrit que x de t est bien une combinaison linéaire des vecteurs de la base canonique, l'infini au sens des réels, des deltas de t moins taux lorsque taux varie entre moins l'infini et plus l'infini. Vous voyez, c'est intéressant, on a une formule qui ressemble comme deux gouttes d'eau au produit scalaire de tout à l'heure, mais en dépit de ça, bien, malgré la ressemblance, la nature de la somme est différente. Ce n'est pas une somme qui est liée à une somme étendue des produits de composantes, c'est une combinaison linéaire des vecteurs de la base canonique, dans le cas de l'infini dense des réels, auquel cas la somme discrète du signal discret devient une somme intégrale. Si vous avez compris ça, vous avez fait un pas en avant, parce que ces formules sont relativement compliquées à appréhender dès lors qu'on n'en a pas compris la signification profonde. On va encore les réécrire, parce que, en somme, pour l'instant, des formules sur l'impulsion de Dirac, on n'en a pas encore 36. Donc ici, je rappelle, c'est le produit scalaire du vecteur x de t avec un delta particulier qui est centré sur t égale taux, et ça retourne, c'est le produit scalaire qui retourne la valeur échantillonnée de la fonction en t égale taux, là où est centré le Dirac. Ici, elle ressemble à s'y méprendre à la précédente, mais la nature philosophique de la somme est totalement différente. On a affaire à une combinaison linéaire des vecteurs de la base, des deltas de t moins taux, qui tapissent l'axe des réels par un nombre infini au sens de l'infini des réels. C'est donc une combinaison linéaire des vecteurs de la base canonique pour le cas des fonctions analogiques continues. Il nous reste à regarder une dernière formule, x de t fois delta de t. Il faut bien comprendre ici que le membre qui va devenir le membre de gauche de cette équation, c'est un objet qui dépend du temps, puisque c'est le produit de deux objets qui dépendent du temps. Donc, à droite, quand on aura écrit le signe d'égalité, il faudra bien aussi que ça soit défini comme étant quelque chose qui dépend du temps. Est-ce que ça peut être simplement x de 0, puisque le delta ici, en l'occurrence, il est centré sur t égale 0? Non, parce que si on écrivait égale x de 0, ça voudrait dire qu'en fait, on a une fonction du temps qui est définie comme étant la constante x en 0, quel que soit t, quand t varie de moins l'infini à plus l'infini. Or, le delta annule le produit partout, sauf
en l'origine. Ça veut dire que dans le second membre, le membre de droite, en fait, le delta de t doit rester. Et évidemment, on ne peut pas le simplifier, on ne peut pas diviser les deux membres par delta de t, pour la bonne raison que delta il est pratiquement nul partout, on ne peut pas le diviser par 0. Mais en revanche, x de t, qui est une fonction du temps, devient une valeur échantillonnée particulière, qui est x en 0, puisque toutes les autres valeurs de x de t, à l'exception de t égale 0, sont rabotées par delta, qui est nul presque partout, sauf en t égale 0. Alors, cette formule est particulièrement importante, notamment en théorie de l'échantillonnage. Elle transforme le produit de deux objets qui dépendent du temps en une constante, en l'occurrence x de 0, fois le delta qui, lui, dépend du temps. Pour l'instant, vous ne mesurez pas forcément l'intérêt de cette formule, mais elle apparaîtra essentiellement en théorie de l'échantillonnage. Si maintenant on décale le delta, on le translate, si maintenant on calcule x de t fois delta de t moins taux, eh bien on obtient x de taux fois delta de t moins taux. Cette dernière équation n'est jamais que la même que la précédente, mais pour taux quelconque, pas forcément taux nul. Alors ici, on représente en fait une portion de sinusoïde, et là on a représenté une des valeurs, x en taux égale 7 secondes fois le delta de t moins taux, et les deltas en général on les représente avec une flèche, puisque c'est difficile de représenter quelque chose qui est infini en un point. Voilà quelques éléments sur l'impulsion de Dirac, et on reverra souvent cet objet parce qu'il va être très utile en théorie du signal.